Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Abonne-toi et mets un pouce bleu. Bonjour, c'est pas français. On va parler de la série Obi-Wan Kenobi. Ou comment passer de ça à ça. Voilà. En 6 épisodes. Dans cet épisode, le youtubeur parle confusément d'épisodes. Or, de temps en temps, ces épisodes sont des épisodes des films, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7, 8, 9 pour la nouvelle trilogie, mais il y a aussi 6 épisodes qui composent la série Obi-Wan. Essayez de faire l'effort de retrouver quand ce youtubeur inexpérimenté parle des épisodes qui concernent les films et des épisodes qui concernent la série. C'est très compliqué, moi-même j'y perds parfois mon 32 chiens. Et on va commencer par une introduction. Une introduction à la prélogie d'abord, parce qu'on est obligé de passer de la prélogie, puisque Obi-Wan Kenobi se situe entre donc l'épisode 3 et l'épisode 4, avant Rogue One. Voilà. Quelque chose donc comme 10 ans après l'épisode 3. La revanche des Sith, truc comme ça, je ne sais plus, même plus ce que c'est. Alors voilà, si vous avez vu mes autres reviews, vous savez que moi je suis un aficionados, je n'aime pas le mot fan, donc un aficionados de la trilogie originelle, et je suis, pour le moins, j'ai plutôt pour le moins été déçu par la prélogie. Alors pourquoi j'ai été déçu par la prélogie? D'abord par le casting, tout le monde s'accorde à dire que le casting d'Anakin, alors que ce soit Anakin dans l'épisode 1, le pauvre petit enfant qui a été bâché d'ailleurs à cause de ça, le pauvre ne méritait pas ça, mais enfin son jeu d'acteur le méritait, mais pas lui personnellement. Et puis même Hayden Christensen, qui franchement était pas terrible, enfin même une actrice extraordinaire, enfin une bonne actrice comme Nathalie Portman, qui est capable de jouer pourtant dans des films pas terribles comme le dernier Thor, et elle arrive à être bien même dans le dernier Thor. Là pour le coup on avait l'impression qu'ils n'étaient pas du tout impliqués dans leur jeu. Je me rappelle qu'à l'époque on critiquait aussi le jeu d'Ewan McGregor. Euh, bon voilà quoi, c'était le moins mauvais on va dire, hein, je veux dire. Alors reste Qui-Gon, hein, joué par Liam Neeson, donc voilà, lui c'est un grand acteur, et peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait, c'est toujours bien. Et donc voilà, lui dans le premier film, il fait vraiment. Alors il y a des personnages qui sont intéressants. Moi je trouve que Darth Maul par exemple était vraiment très intéressant. La montée au pouvoir de Palpatine, Palpatine est pas mal. En fait, les méchants sont pas mal en fait. Euh, sauf, sauf Anakin, puisque Anakin est censé devenir méchant, et en fait on ne le voit pas devenir méchant. Comme je l'expliquais, enfin, si vous reprenez l'Empire contre-attaque, qui est le meilleur Star Wars, Empire contre-attaque, on voit Luke devenir un Jedi. On le voit, alors c'est assez rapide, mais il y a quand même 2-3 scènes, enfin c'est quand même la moitié du film, presque un tiers au moins. On le voit s'entraîner sur Dagobah, on le voit s'entraîner pour devenir un Jedi. Imaginons que ce soit que la prélogie soit une version négative de l'initiation de Luke. C'est comment devenir un Sith, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait, si pas l'entraînement, au moins le basculement vers le fascisme. Il faut qu'on voit que Anakin devient un petit facho, quoi. Si vous voulez voir réellement comment on devient ça, et comment après on peut avoir, vous avez toute la trilogie dans un seul film, c'est American History X, quoi. Dans American History X, vous voyez vraiment comment le jeune devient euh, fasciste, et après, bon, avec la prison, il rechange parce qu'il découvre. Bref. Donc, c'est ça que moi j'aurais voulu voir. J'aurais voulu voir une sorte d'American History pour enfants. Parce que, je rappelle, Star Wars, c'est pour les enfants. Et donc, j'aurais voulu voir une sorte de. Ouais, c'est ça, American History pour les enfants. C'est-à-dire, petit à petit, on monte et on voit, je sais pas moi, les extraterrestres qui prennent de plus en plus de pouvoir, les ci, les ça, enfin bref, même la Fédération du commerce qui prend trop de pouvoir, et donc on dit non, on veut aller contre. C'est un peu ce qui se passe pour l'instant en Italie, quoi. On est en train de remettre en cause effectivement le modèle américain, mais à travers le modèle américain, on va remettre en cause la démocratie, on va remettre en cause des valeurs importantes.
Et donc, c'est ce que je dis, le vaccin va faire plus de mal que le virus peut-être. Donc voilà, et pour autant, moi je critique aussi tout ce commerce à tout va et cet ultralibéralisme, mais j'ai pas pour ça que j'ai envie de basculer dans l'extrême droite. Et ben, c'est ce qui se passe pour l'instant. Et donc ça, j'aurais voulu le voir dans le film. Ça aurait été extraordinaire de. Je pense que c'est ce qu'il veut faire, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça va trop vite. Et George Lucas, alors je ne sais pas si on l'a appuyé, mais il veut absolument mettre des personnages, plein de nouveaux personnages. Voilà, on nous met le général Grievous dans l'épisode 3, mais on s'en fout du général Grievous. Ouais, il est cool comme poupée, il est cool comme. Mais on s'en fout, Count Dooku, on s'en fout, je veux dire, j'adore l'acteur, puisque c'est celui qui joue Saruman, mais on s'en fout du Count Dooku en tant que personnage, voilà. Il y a plein de personnages comme ça dont on se fiche complètement. Voilà, bon, Jango Fett, Boba Fett, oui, pourquoi pas, ça a donné en tout cas lieu à quelque chose d'intéressant avec les clones, ça c'était intéressant, mais à part ça, franchement, tous les autres personnages, on s'en fout. Oui, par contre, je suis content de voir Owen Lars et Beru Lars, enfin oui, tout ça, oui, tout ce qui a un rapport avec, en fait, tout ce qui explique euh, la trilogie originelle, oui, ça c'est intéressant, mais des ajouts qui n'ont rien à voir et dont on n'entend plus jamais parler après, puisque la trilogie, c'est censé se passer après. Voilà. En plus, on nous spoil à mort la seule scène qui est choquante dans l'Empire contre-attaque, c'est-à-dire je suis ton père, Luke. On nous la spoil puisqu'on nous montre les enfants et on sait qu'il y a des enfants, et donc c'est bon, on peut pas regarder les Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne peut pas, sinon on est spoilé et il n'y a aucun effet, tout l'effet dramatique est complètement perdu. Ce qui n'est pas le cas avec Le Seigneur des Anneaux, par exemple, où quand il a fait Le Hobbit, il a pensé à ne pas spoiler les épisodes suivants. Donc, parfois de manière un peu artificielle, mais en tout cas, il a pensé à ne pas le spoiler. Ici, purée, c'est spoilé à mort. Donc, voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, et d'autres encore, je ne suis pas vraiment un grand. J'apprécie pas énormément la prélogie. Donc, dans Obi-Wan aussi, ça partait pas gagnant, quoi, au départ. C'est pour ça que je ne l'avais pas regardé et que j'ai dû le rattraper. Bon, pour le coup, je l'ai rattrapé et en fin de compte, c'est pas mal. C'est pas mal parce que l'ambiance est bien respectée, parce qu'on retrouve l'ambiance de la trilogie originelle. Pour autant, on se rapproche de cette ambiance-là. Quelque part, il fait un peu le trait d'union. Comme l'avait très bien réussi d'ailleurs aussi Rogue One. Euh, mais ici c'est encore plus évident. Et il y a des choses vraiment intéressantes. Alors, on va commencer épisode par épisode. Je vais un petit peu les reprendre pour voir ce que ça donne. Donc, épisode par épisode, on a... voilà, et on commence par l'épisode 1. Donc voilà, donc ça commence par un recap justement des épisodes 1, 2, 3. Et le montage est extrêmement bien fait. Alors pour le coup, ça, je me suis dit, ah mais purée, mais en fait c'était génial. Je me rappelle, en fait, ils ont coupé toutes les longueurs, ils ont montré que les passages importants voilà, ils ont montré effectivement ce que la progression. Alors quand on le voit comme ça en super cut, ben on se dit, waouh, purée, ouais, ça devait être super intéressant. Sauf qu'ils ne montrent pas comment c'est mal équilibré. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est mal équilibré à travers les trois films. Le deuxième film, il ne se passe rien au niveau de la montée d'Anakin en Dark Vador. Et donc, quand on voit ici le recap, on se dit, waouh, purée, c'est génial, vraiment. Et donc, le recap est très très bien fait pour comprendre l'histoire. À la limite, il ne vaut même pas regarder le 1, 2, 3, regardez juste le recap de l'épisode 1 d'Obi-Wan. Ensuite, on nous présente Tatooine, on nous présente assez vite les Jedi en fuite. Je trouve que c'est pas mal fait. On nous présente aussi les Inquisiteurs. Et pour le coup, ils sont bien badass, ils font bien peur et tout. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et ensuite, on nous présente le quotidien, on va dire, d'Obi-Wan qui a décidé de se couper de la Force pour se cacher. Donc, c'est un peu bizarre. Hein. Est-ce qu'il a une idée derrière la tête en voulant protéger Luke? Est-ce que vraiment il a peur et que voilà, alors, on se doute aussi qu'il s'en veut de son échec avec la formation d'Anakin. J'ai adoré la répétition
des scènes dans la boucherie. Peut-être que certains n'ont pas aimé, moi j'ai adoré. À chaque fois, il y a une tension qui fait qu'on se dit, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Et non, il se passe rien. C'est juste la lassitude. Et j'adore quand une série ou quand un film nous fait ressentir ce que ressent le personnage. C'est-à-dire que là, on ressent de la lassitude, on dit, bon, ben, en fait, il se passe rien. Et en fait, c'est exactement ce qui doit se passer dans sa tête. C'est-à-dire, il se passe rien dans ma vie. Enfin, c'était un Jedi, le mec, quoi. C'était un type, il lui arrivait des milliers d'aventures. C'était un héros, voilà, c'était un gardien de la galaxie. Et là, il se retrouve à couper des morceaux de viande, toujours la même chose, la même journée, la même, voilà. Donc, quelque part, ça justifie un peu, même si au début, il refuse la mission qu'on va lui donner, ça la justifie quand même un peu, cette espèce de, de lassitude. Alors, on nous présente aussi un petit peu, on aperçoit Luke, on aperçoit le jouet qu'il veut lui offrir. Alors là aussi, bon, on sait, parce qu'on sait qu'il va réussir à lui offrir, puisque, même si Owens le refuse au début, on sait qu'il va le recevoir, puisque dans l'épisode 4, on voit Luke jouer avec le jouet. C'est le jouet de Luke. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez cool, donc on se doutait bien un peu de la fin. Par contre, vraiment j'hésitais, c'était avec, mais ça on en reparlera après, c'était avec le fait qu'il parle beaucoup de Qui-Gon. Et donc je me dis non, ils vont pas ramener Qui-Gon. Enfin bon, bref, voilà, là vraiment je me disais que c'était pas possible et qu'ils allaient nous trouver une astuce pour pas nous montrer Qui-Gon. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? On en parlera dans plusieurs minutes puisque je vais faire tous les épisodes. Hop, on nous présente Alderaan. Alors c'est bien de voir Alderaan, hein. Alderaan, elle a explosé, et quelque part, là aussi, c'est par contre, c'est une faiblesse de la trilogie originelle, parce qu'il y a des faiblesses aussi dans la trilogie originelle. Normalement, bon voilà, Alderaan explose, et on se repart. Nous, en fait, à l'échelle humaine, une planète qui explose, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Même si, effectivement, on voit Obi-Wan Kenobi, donc âgé, qui dit je ressens un trouble dans la force, comme si des millions d'âmes. C'est pas la façon dont c'est joué, la façon dont ça passe crème, on va dire. On n'a pas trop l'impact de cet acte horrible qu'a commis l'Empire, parce que on ne connaît pas les Alderaan, on n'a pas vu de plan. À l'époque, les effets spéciaux, c'était pas forcément. Donc on n'a pas vu le quotidien des Alderaanais, tout ça. Donc forcément, on n'est pas tellement impliqué émotionnellement quand la planète explose. Je trouve, moi personnellement, en tout cas en tant qu'enfant, quand je l'ai vécu, j'ai fait oh merde, la planète explose. Mais ça n'a pas fait tilt dans ma tête en me disant purée, il y a des millions, des milliards peut-être de personnes qui sont mortes d'un coup. Et donc là, on voit la planète Alderaan, et franchement, on se dit, oh, elle était magnifique, elle était pacifiste. On voit le père de Léa, on voit la mère de Léa, enfin adoptive, donc, mais qui sont vraiment, pour le coup, les parents adoptifs sont vraiment attentifs à leur enfant. D'ailleurs, vrai aussi pour Owen et Beru, qui, ça on le verra plus tard, vraiment ils adorent leur Luke, quoi. C'est magnifique. Et donc on découvre la petite Leia, qui est adorable. Alors voilà, suivez la carrière de cette petite actrice, parce que franchement, elle va certainement faire des choses extraordinaires. Elle est juste magnifique. Alors physiquement, je ne sais pas si c'est un problème en Amérique ou quoi, mais je trouve physiquement des enfants de 10 ans, autant Luc ça va, Luc je trouve qu'on peut voir qu'il a 10 ans, autant Léa physiquement elle fait très petite. Par contre, dans sa façon de parler, là par contre elle fait plus que 10 ans, donc ils en parlent ça, mais c'est logique, c'est un enfant surdoué on va dire. Et par contre physiquement, elle fait moins que 10 ans, je trouve, voilà, pour travailler, alors que je travaille avec des enfants entre 10 et 12 ans, donc je vois bien un peu. Voilà, donc je trouve que c'est plus 8 ans que 10 ans, mais par contre, quand elle parle, elle est juste extraordinaire. Donc voilà, de nouveau le quotidien, voilà. Et alors, bon voilà, on sent bien avec l'inquisitrice, la Third Sister, on sent qu'il y a quelque chose. On sent que sa haine ou son volonté est étrange. Donc j'avais fait une hypothèse sur TikTok, je ne savais pas si elle allait rester du côté obscur, si elle allait revenir vers le côté lumineux, mais on sent qu'il y a quelque chose là, que c'est un personnage qu'on veut
on veut nous la faire aimer, en fait, alors qu'on voit que c'est une méchante, hein, je veux dire. Bon, voilà, on en reparlera aussi ça un peu plus tard. Excellente actrice, pour le coup, je la trouve vraiment très, très jolie et elle joue très, très bien le côté vénère. Voilà, donc elle va se faire capturer, Léa, bah, sa famille adoptive d'Alderaan va demander à Obi-Wan de reprendre une dernière mission et d'essayer de la retrouver. Magnifique, voilà, premier épisode, j'ai vraiment bien aimé. C'était un peu lent, hein, comme l'est toujours les épisodes de Star Wars, en fait, il faut pas se cacher, c'est quelque chose de lent, mais c'est comme ça qu'on crée une ambiance, il faut oser. Donc voilà, c'était bien fait, j'ai vraiment bien apprécié, avec les sabres laser aussi, on voit les deux sabres laser, puisqu'il a récupéré le sabre laser de Anakin, et le sien, voilà. Ok, épisode 1, super. Épisode 2, on y va. Là, on arrive sur alors je ne sais plus comment s'appelle la ville, mais donc la ville des Bas-Fonds, où est normalement retenue prisonnière, sans doute, ou en otage, Leia. Le but, c'est d'attirer donc Obi-Wan dans un piège. Pourquoi comment ils ont fait le lien avec Leia et Obi-Wan, je ne sais pas. Bon, il était général dans l'armée, voilà, il a des liens avec Bail Organa, mais je ne vois pas d'autres. Pourquoi par contre ils font pas le lien avec Luke Skywalker qui a quand même le même nom qu'Anakin Skywalker, donc voilà. Bref, donc voilà, c'est les faiblesses de Star Wars habituelles. Mais bon, voilà, c'est donc ils utilisent Leia pour faire un piège euh, pour attirer Obi-Wan. Et là, on voit un Jedi. Alors très bien, parce que on avait vu un Jedi dans le premier épisode, qui fuyait l'Inquisition, et ici on se dit purée, un Jedi qui... Et puis très très vite on comprend que c'est un arnaqueur qui se fait passer pour un Jedi, mais qui en fait ramasse juste de l'argent au passage, qui n'est pas très sympa, vu que, j'ai pas très bien compris, bon apparemment il aide quand même les gens, mais en tout cas il se fait payer pour les aider, et il n'y a rien de Jedi dans sa méthode. Voilà. Puis bah, la sauvegarde, action, voilà, on voit les bas-fonds. Notez qu'il y a une scène avec un clone où il lui donne de l'argent parce que c'est un rescapé donc, de la guerre des clones. Et donc c'est joué par l'acteur qui joue Boba Fett. Et je trouvais que c'était un clin d'œil très intéressant. Je trouve d'ailleurs que toute cette... Enfin, autant au départ je trouvais que l'idée des clones, c'était pas ça que je m'en faisais. Autant à part après, dans l'univers étendu, le problème des clones est, est vraiment intéressant. Le fait qu'ils aient été laissés de côté, hein, ça fait un peu penser aux soldats au Vietnam. Voilà, ils ont vraiment été laissés de côté alors que bon, parce que c'est des clones et que on a un peu le même problème avec les droïdes et que donc c'est des clones, on s'en fout quoi. Voilà. Et je trouve que vraiment et en plus ils ont travaillé pour le mal entre guillemets, c'est eux qui ont à la limite on leur a rejeté sur eux le la faute des Jedi en oubliant que c'est le gouvernement qui est derrière. Je trouve que c'était très intéressant de voir ce clone qui mendiait et de reprendre l'acteur donc de Boba Fett pour le coup, quoi. Je trouvais ça très très bien. J'ai beaucoup aimé la fuite sur les toits, surtout de l'Inquisitrice, Third Sister. J'ai adoré la façon dont elle bouge sur le toit. Par contre, je suis un peu triste parce que ça n'a servi à rien. Donc ça, c'est une superbe scène d'action, mais qui mène à rien, puisqu'en fin de compte, voilà, elle a fait tout ça, mais elle a fait tout ça pourquoi? Moi, je pensais qu'à un moment donné, elle allait la rattraper et qu'ils allaient devoir. Mais non, en fait, non. Toute cette scène sur les toits et tout n'a pas servi à grand chose en fin de compte, si ce n'est à mettre de l'action. Mais de nouveau, ça me dérange un peu. Mais c'est Star Wars, c'est un peu ça a toujours été un peu ça. C'est remettre de l'ambiance, mais pas forcément un fond derrière. Bon, c'est dommage, mais ça reste un épisode très sympa avec une Léa, avec des interactions. Voilà. Alors, par contre, ce qui est génial, c'est les interactions entre Obi-Wan et Léa, quoi. Ça, c'est juste extra. Un vieux blasé avec une petite jeune qui pleine de peps qui le remet en place tout le temps. Enfin, ça, pendant toute la saison, ça va être extraordinaire. J'adore. J'adore. Voilà, on va passer directement à l'épisode 3. Et celui-là, ça a été assez vite. Il était plus court d'ailleurs. Épisode 3. Qui est un peu plus long. Et là, c'est sur... Alors là, voilà, là, on aperçoit Dark Vador. Voilà, Dark Vador arrive. Et là, bon, c'était plus une surprise parce que je l'avais lu quelque part. Mais malgré tout, quand on voit Dark Vador,
ouais, ouais, on est content. On est content de voir Dark Vador, on se dit: «Waouh!» quoi. Et heu et on a le voyage vers une planète un peu forestière comme ça, heu, ouvrière aussi, heu, avec une Léa extraordinaire. J'adore quand la réflexion quand il lui dit, voilà: «Tu es ma fille, on va dire que tu es ma fille», elle le regarde, elle dit: «Ce serait pas plutôt ta petite fille?» Enfin voilà, c'est pas mal. C'est pas mal parce que alors je vais en profiter de ce moment-là pour parler, voilà, on se je en début de vidéo, j'allais vous montrer qu'on allait passer de ça à ça. Et là, on est 10 ans après l'épisode 3 et il ressemble quand même. On se demande comment Luc a 10 ans, donc dans Un Nouvel Espoir, l'épisode 4, il va avoir quelque chose comme 17 ans. Il n'a pas 20 ans. Il n'a pas 20 ans, donc il y a quoi, 7 ans. Et en 7 ans, Ewan McGregor dans Obi-Wan va ressembler à ça. Voilà, donc c'est un peu, je me dis purée, mais c'est possible, hein. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler dans 7 ans, mais purée, parce que là Ewan McGregor, enfin, Obi-Wan Kenobi doit avoir une cinquantaine d'années, je suppose. 7 ans plus tard, alors admettons qu'il en ait 55, donc il en aura quoi, 62, 63, 64, mettons. Allons jusqu'à 65. Est-ce qu'il aurait l'air aussi vieux à 65 ans? Je ne sais pas, c'est possible, c'est possible. Est-ce que moi je vais changer autant? J'ai 53 ans. Est-ce que dans 10 ans j'aurai l'air aussi vieux? Bon bref, je sais pas, on verra. C'est pas grave. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On découvre un nouveau personnage, donc qui est une traître à l'Empire, on va dire, donc qui est une infiltrée, hein. C'est bien parce qu'effectivement, c'est certainement comme ça que la rébellion peut s'en sortir, c'est avec des personnes à l'intérieur. On ne voit pas beaucoup ce côté espionnage, on le verra peut-être dans Andorre encore. Dans quel autre est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait d'autres moments Star Wars avec comme ça une traîtrise aussi évidente, quelqu'un qui est au sein de. Il y a des anciens, forcément, il y a des anciens Stormtroopers, des anciens qui eux travaillent, on en parle, qui travaillent pour l'Alliance, pour la rébellion, mais les voir continuer à travailler au sein de l'Empire, c'est, je pense, la première fois qu'on le voit. Et c'est super intéressant. Alors le droïde, bon voilà, droïde qui parle pas, qui est super fort, qui est charismatique, on se doute de ce qui va lui arriver. J'ai aussi fait une vidéo TikTok là-dessus. Les jeux de pouvoir entre les inquisiteurs, ils veulent tous avoir monté en grade, voilà, ça c'est quelque chose de récurrent dans l'Empire. Dans Andorre aussi, on voit les jeux de pouvoir, ils essayent de grimper, voilà, c'est régime totalitaire, hein, voilà. Donc, ça c'était donc l'épisode 3 que j'ai bien aimé, c'est presque un de mes préférés au niveau de l'ambiance, voilà, avec Oui, c'est là aussi qu'on a Dark Vador qui arrive dans la ville et qui est vraiment pour le coup un Dark Vador impressionnant, qui fait peur. Il prend un homme avec la force par le cou, il le traîne. Le fils sort en criant papa, papa, il tord le cou avec la force, il tord le cou du fils et il le tue. Bah, 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 c'est hyper hard, quoi. Je pense que le gosse, il doit avoir 15 ans, un truc comme ça. Ouh là là, et il n'hésite pas, quoi. Il a pas un truc genre, pour comment tu me parles, je sais pas quoi, à la Emmanuel Macron. Non, il lui tourne le cou. il lui tourne, il lui casse le cou directement, quoi. Ouf, ça c'est grave, quoi. Bon, après, voilà, il y a le combat. Le combat à la fin, enfin, il n'y a pas vraiment de combat entre Dark Vador et Obi-Wan, mais on va dire les retrouvailles avec Obi-Wan qui ne s'est pas encore totalement réveillé à la force, et qui donc se fait bolosser par Dark Vador, et qui heureusement s'en sort avec des flammes. Euh, et je pense même que c'est les rebelles qui tirent sur les flammes et qui lui permettent de s'enfuir. Donc là, vraiment, j'aime beaucoup. Alors c'est classique, c'est manichéen, mais j'aime beaucoup quand il y a cette construction. C'est-à-dire que dans le premier combat, le héros perd et il doit retrouver quelque chose pour pouvoir. Enfin bon, là, c'est tout le délire
de l'initiation, quoi, du récit initiatique, quoi. Voilà, et on part d'un constat d'échec et on évolue vers quelque chose de meilleur. On arrive donc à l'épisode 4. Épisode 4, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils doivent s'enfuir. Ils sont bloqués dans une grotte. Et tout se passe là. Ah non. Non. Ça sera l'épisode suivant. Non. Au début, ils doivent aller. Léa s'est fait capturer. Oh, j'en ai pas parlé de ça. Léa s'est refait capturer. Et donc, elle se trouve dans la base de. Pas de Dark Vador, mais des Inquisiteurs. Sur une planète pas très éloignée de la planète de Dark Vador. Donc les Inquisiteurs sont là, ils arrivent à y rentrer. J'aime beaucoup la référence à l'épisode 1, ça paraît con, mais où ils nagent, parce que je pense que c'est quelque chose qui avait été un peu critiqué, les effets spéciaux, quand ils nagent avec juste un petit truc dans leur bouche là, pour nager sous l'eau. Je pense que c'est quelque chose qui avait été critiqué à l'époque. Cette espèce de plongée comme ça, était un peu ridicule. Et là, je trouve qu'ils ont assumé parce qu'ils l'ont refaite. Et même là, elle fait encore un peu ridicule. Je la revois, elle fait encore un peu ridicule, mais je trouve que assumer quelque chose comme ça, je crois que c'était pas mal du tout. Donc voilà, on voit un peu l'horreur parce que franchement, la torture qu'ils font à Léa, enfin, c'est assez impressionnant. Léa qui reste très forte, là on voit que quelque part la force est déjà en elle aussi, même si c'est pas une Jedi. En tout cas, elle va choisir une autre voie que la voie des Jedi, mais on sent qu'elle a du caractère, qu'elle est forte, et ça, enfin, j'aime beaucoup. De toute façon, voilà, le personnage de Léa, depuis le début, c'est quasiment un sans faute. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc voilà, elle va se faire torturer, pap, elle se fait sauver, bataille, et voilà. Et ils s'enfuient, et ils ont une petite revanche. C'est un peu l'Empire contre-attaque à l'envers, en fait. Obi-Wan contre-attaque, quoi, si vous voulez. Voilà, dans cet épisode, on a aussi le personnage de l'infiltré qui est joué par Indira Varma, qui est quand même une très bonne actrice. Bon, c'est pas une débutante, hein, voilà. Aussi, elle a joué dans Game of Thrones. Enfin bref. Donc, je vais dire l'infiltré parce que son nom, hein, c'est genre Taladuric, on n'entend jamais son nom dans la série ou quasiment. Donc voilà, l'infiltré. La scène où elle dit non, mais je suis pas une espionne des rebelles, je suis une espionne pour vous, parce que j'infiltre les rebelles. Et on a un moment de doute, ça c'est le jeu d'acteur, c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un qui joue bien et quelqu'un qui joue pas bien. Le jeu d'acteur te fait croire pendant un centième de seconde, j'ai dit non, mais non, on est dans Star Wars, qu'est-ce que je dis, mais non, elle est avec. Mais on hésite quand même pendant quelques secondes, et donc je pense que, parce que nous on est adultes et qu'on a vu plein de films, plein de séries, notamment plein de Star Wars, mais un enfant qui verrait ça, il va vraiment douter, quoi. Il va se dire, ah non, mais c'est vrai, ben, c'est une traître. Et puis après, ah non, ça va, elle est gentille. Et donc on a le relive, là, je sais plus le mot en anglais, quoi. Vous voyez, je deviens complètement Van Damme. Voilà. Voilà. Bon, on se sent bien, quoi. Voilà, parce qu'on se dit, ah non, ouf, c'était pas une rebelle, quoi. Et du coup, ce qui se passe dans l'épisode suivant rend la chose très triste, quoi. Épisode 5, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bon, oui, dans l'épisode 4, il y avait eu un mort. Ah, oh, c'est triste. Bon, mais de nouveau, personnage dont on ne s'était pas spécialement attaché. Donc, oui, c'est juste pour montrer qu'effectivement, la guerre fait des victimes. Je vais dire que casualties, comme si je devenais Jean-Claude Van Damme et que je ne savais plus parler français. Donc, ça fait des victimes. Et je le regarde en version originale sous-titrée, donc il faut m'excuser si j'ai des mots en anglais qui me viennent en premier avant les mots en français. Mais donc, voilà, donc ça fait des victimes. Oui, c'est triste. Voilà. Bon, sachant que c'était pas vraiment des gens qui faisaient encore... L'Alliance n'est pas encore vraiment organisée. Donc pour l'instant, c'est encore des gens qui se tâtent. Est-ce que je vais me rebeller? Est-ce que je vais pas me rebeller? Voilà. Est-ce que l'Empire, tout compte fait, on peut vivre avec? Voilà. Mais petit à petit, on va se rendre compte qu'ils ne peuvent pas vivre dans un régime aussi totalitaire que ça. Donc voilà, là on arrive à l'épisode dont je parlais, où ils vont être bloqués dans cette grotte en attente de pouvoir s'enfuir parce que l'Empire arrive. Donc là, on est à l'épisode... Ça ressemble très très fort à l'épisode 8. Ça ressemble très très fort à l'épisode 8. Avec le siège de l'Empire, avec là par contre pour le coup des gros sacrifices. Et là oui, là ça fait mal.
voilà, le droïde qui meurt, l'infiltré qui meurt, c'est assez triste. Le petit robot même, c'est triste, le petit droïde de Leia qui a trahi Leia quelque part parce qu'il a été reprogrammé, je trouvais ça assez triste, bref. Donc c'est un épisode que j'ai trouvé extrêmement triste, extrêmement malheureux, enfin voilà, et on découvre ce que j'avais deviné, en tout cas ce que je pensais, alors je le craignais, on va dire, c'était que bah, voilà, la Third Sister, en fait, elle est aussi une infiltrée, en fait, elle infiltre, euh, elle a infiltré les Sith pour, en fait, se venger de Dark Vador, qui, euh, qui alors par contre, alors oui, donc je suis triste, pourquoi? Je suis triste parce que, voilà, on a un personnage qui aurait pu être un méchant sympathique. C'est difficile d'être un méchant sympathique, c'est-à-dire un méchant, mais où on hésite, où on se dit, purée, c'est une crapule, mais purée, je l'aime bien. Dark Vador, par exemple, typiquement. Euh, Ici, elle était hyper charismatique, elle avait quelque chose, et donc j'aurais voulu qu'elle reste une méchante, au fond de moi. Je me dis, allez, ne la rendez pas bonne parce que c'est une femme enfin pas nord-africaine, afro-américaine, ne la rendez pas bonne parce que voilà, parce que sinon vous allez vexer les gens. Non, non, moi j'aurais préféré qu'elle reste méchante. Mais, un, le jeu d'acteur est quand même très bon, et deux, sa motivation est super bien montrée. La scène où on la voit petite, donc il y a un fondu qui est extraordinairement bien fait, un fondu sur son visage, et on voit Anakin, enfin, qui est donc déjà Dark Vador, mais sans l'armure, puisqu'il n'est pas encore mort, donc qui arrive, et elle, qui dit, mais on pensait qu'il venait pour nous sauver, parce que c'était les clones qui les tuaient, avec l'ordre 66, c'est les clones qui les tuaient, et donc elle se dit, on le voit arriver, on se dit, il va nous sauver, et en fait, non, il les massacre. Et pour le coup, cet épisode et d'une dureté et on voit Dark Vador, donc Anakin Skywalker, mais qui n'est déjà plus Anakin Skywalker, qui a basculé du côté obscur. On le voit littéralement tuer des enfants. Mais alors, je ne me rappelais plus que dans l'épisode 3, on le voyait comme ça. Il me semblait que ça se passait. On se disait, ah, il a tué les enfants, mais ça se passait de loin, vite fait. Ici, c'est assez horrible. D'ailleurs, toute la scène avec les apprentis Jedi, c'était très dur. Et donc, ça renforce effectivement, on comprend la volonté de la Third Sister, dont j'ai oublié le nom exact. Hein, voilà. Mais donc, on comprend. Et donc, du coup, ça fait passer la pilule du retournement évident, obvious. Hein. Ça me l'a fait passer parce que c'était bien fait, parce que c'était bien présenté. Mais le fait que j'avais deviné dès le début en disant, ah, à mon avis, elle n'est pas vraiment méchante. Voilà. Et voilà, tout dans la caractérisation du personnage montrait qu'elle n'était pas vraiment méchante, parce que sinon les gens ils allaient être fâchés. Moi j'aurais voulu qu'il y ait, parce qu'on ne peut pas rendre un méchant sympathique, et qu'elle avait un côté sympathique. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, voilà, moi j'aurais aimé qu'elle reste méchante, sympathique, mais voilà, non. Mais c'est bien fait, c'est bien amené quand même, c'est très très bien amené. C'est très très bien amené. Oh, par contre, ce qui est moins bien amené, enfin c'est pas que c'est moins bien amené, mais on revoit un combat entre Obi-Wan et Anakin, et il y a quelque chose qui est pas très bien fait, c'est qu'Anakin, purée, il est déjà ravagé, alors que c'est censé être, à mon avis, au niveau de l'épisode 2, puisqu'il a encore il a encore sa petite queue de Padawan, c'est-à-dire qu'il est encore Padawan. Donc, dans l'épisode 3, il devient maître Jedi. Donc, il est encore Padawan, donc on est à l'épisode 2, et donc franchement, ils auraient pu faire quelque chose, rajeunir, comme ils font avec les Marvel, rajeunir un peu Hayden Christensen, parce que là, pour le coup, il n'a pas l'air d'avoir l'âge qu'il a, quoi. Il fait beaucoup plus vieux, et moi ça m'a un peu sorti du combat. Et en plus j'ai trouvé que la stratégie donc de dire oui c'est ce qui va perdre Dark Vador, c'est que il veut il est trop, enfin je sais pas, il y a quelque chose avec la stratégie qui fonctionne pas, avec la stratégie d'Obi-Wan Kenobi. La preuve c'est que Obi-Wan Kenobi, il y a encore des gens qui meurent, quoi, un peu à cause de lui, quoi, quelque part. Notamment il dit à Third Sister, il me verra pas, il ne verra que moi. Quelle arrogance, il ne verra que moi, il ne te verra pas toi. Et en fait, non, Dark Vador a vu la Third Sister arriver, et là, moi, je pensais qu'il allait la tuer.
Honnêtement, ça aurait été logique, vu toute la ligne de cet épisode. Je me suis dit, voilà, mais on la voit bouger encore, on se dit, ok, ça va, elle n'est pas morte. Bon, ben, Dark Vador, c'est un méchant, mais il n'est pas si méchant que ça en fin de compte, parce qu'il aurait franchement, alors qu'il tue un enfant, mais elle, il la tue pas. On va dire qu'elle maîtrise la force, et que peut-être c'est avec la force qu'elle s'est maintenue en vie. C'est pas impossible non plus, hein, ne soyons pas, c'est pas impossible non plus. J'ai adoré la scène où Dark Vador retient le vaisseau. Pendant quelques secondes, j'y ai cru. Et puis il écrase tout et on voit qu'il n'y a personne dedans. Et je fais oh, et le deuxième vaisseau qui s'en va. Là aussi, je me dis bah il aurait pu le refaire, mais en fait non, peut-être qu'il avait utilisé trop de pouvoir. On ne sait pas trop comment fonctionne la force. Hein. C'est comme la magie, c'est comme Gandalf. Pourquoi il n'appelle pas toujours les aigles. Voilà. Bref, c'est un peu de la même, de la même veine. Mais purée, la scène où il retient le vaisseau avec sa main, ouh là là, c'était trop badass quoi. Vraiment bien. Vraiment un bon Dark Vador quoi. Bah voilà, donc, Dark Vador est super bien fait. Anakin un peu moins quoi, on va dire. Oui, je voulais ajouter que donc dans cet épisode-là, on ne comprend pas trop bien la stratégie d'Obi-Wan. On a l'impression qu'il veut se sacrifier, qu'il veut attirer. Et puis, ben, en fait, non. Enfin, il va le faire dans l'épisode suivant d'une autre manière. Mais là, je ne comprends pas quelle est son idée d'aller au-devant de l'Empire pour les retenir, mais il les retient pas vraiment. C'est quand même plutôt comme l'infiltré, donc joué par Indira Varma, qui va les retenir avec en se faisant exploser. Obi-Wan, là, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé hyper héroïque en fin de compte. Il avait l'air comme ça, il se donne des airs héroïques, mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose d'héroïque dans cet épisode-là. On va attendre le dernier épisode où là, oui, c'est bien. Mais voilà, on en arrive du coup au dernier épisode, hein, voilà, épisode 6. Épisode 6, on revient sur... non, on va pas revenir directement sur Tatooine, il y a la fuite dans le vaisseau. Obi-Wan se sacrifie, entre guillemets, pour que les rebelles puissent s'enfuir. C'est moi qui cherche, voilà, effectivement ça marche parce que c'est lui qui cherche, parce que Obi-Wan et c'est vrai, quelque part il a raison, Obi-Wan est plus important, c'est Obi-Wan qui va entraîner, qui va amener Luke vers le côté lumineux, le fait qu'il va devenir Jedi. Et surtout, qu'il l'a quasiment tué, transformé en robot, brûlé au 360e degré, et il pense que c'est de sa faute que sa femme est morte, et qu'il a peut-être, que sa femme l'a quitté, et l'a détesté, c'est de la faute des Jedi, donc voilà, il y a toute cette haine qui fait qu'il faut absolument détruire Obi-Wan Kenobi avant tout le reste, quoi. Ce que va lui reprocher l'empereur, d'ailleurs. Et il y a le combat. Alors là, le combat, rien à dire. Moi, je l'ai trouvé très très bien. Voilà, combat avec la scène extraordinaire des rochers, du retour il récupère sa force, hein, le réveil de la force, comme l'épisode 7. Je vais noter les noms des épisodes pour pas qu'on confonde. Voilà, je l'ai vraiment trouvé très très bien. Là, la Third Sister, on ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut, elle va sur Tatooine parce qu'elle a découvert donc qu'il y avait un enfant. Elle a très vite su que c'était le fils de Dark Vador. Elle a très vite compris que c'était le fils de Dark Vador, d'Anakin Skywalker. Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut s'en servir? Je sais pas. Est-ce qu'elle veut le tuer pour se venger, en disant tiens, j'ai tué ton fils comme toi tu as tué tous mes amis et toute ma famille et tout, ou bien est-ce qu'elle veut s'en servir pour faire pression sur lui et le faire venir et comme un appât pour le faire venir et essayer de le retuer encore une fois et lui faire un piège. C'est pas très clair, ses motivations, ou alors j'ai pas suivi, je sais pas. Mais voilà, donc c'est pas très très clair. Toujours est-il qu'elle va donc sur Tatooine pour capturer. Là, on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit que Owen et Beru adorent Luke. Et ça se voit et en fait, je me rappelle qu'en fait, dans l'épisode 3, si mes souvenirs sont bons, ils disent à Obi-Wan,
nous, on ne sait pas avoir d'enfants. Et donc, effectivement, ça paraît assez logique que si eux ne savent pas avoir d'enfants, ben, ils aient adopté Luke comme si c'était leur enfant. Et ça se voit très fort. Et ça, pour le coup, c'est très bien joué. Je trouve que aussi l'espèce de sacrifice, ou en tout cas de défense de la famille, voilà, ça rend leur mort dans l'épisode 4 extrêmement touchante. Parce que là aussi, la scène est très dure, puisqu'on voit juste deux corps calcinés dans l'épisode 4. Mais là, pour le coup, on a vraiment. Enfin, voilà, on est vraiment attaché au personnage et donc ça rend vraiment leur mort dans l'épisode 4 extraordinaire. Euh, pour autant, il y aura toujours la question de comment est-ce que Dark Vador sait que Luke c'est son fils. Bon oui, c'est parce qu'il s'appelle Luke Skywalker, donc ça paraît assez logique. Pourquoi il n'a pas jamais essayé de le retrouver? Pourquoi dans le premier épisode il sent pas, donc dans l'épisode 4 plutôt, pourquoi dans l'épisode 4 il sent pas que c'est lui quand il dit ce pilote a l'air d'être protégé par la force, mais il se rend pas compte que c'est son fils, je sais pas, il pourrait le sentir par la force. Bref, il y a quand même encore des petites lacunes au niveau des gaps au niveau scénaristique dans tout Star Wars, ça a toujours été comme ça. Hein. Donc de nouveau, c'est l'ambiance qui compte. Hein. On va pas essayer de trouver une réponse à tout. Mais euh, mais voilà, mais c'était bien le côté Owen et Beru, j'ai beaucoup aimé. Le fait qu'elle n'arrive pas soit à le tuer, soit à s'en servir, parce que c'est un enfant et qu'il y a l'innocence de l'enfant et elle se rappelle, elle, son innocence, bah voilà, non, la Third Sister, elle est vraiment bien. On la reverra certainement, hein, c'est sûr, hein, je pense. Mais c'est une bonne actrice. Enfin, moi, elle me dérange pas du tout en tant qu'actrice. Donc la caractérisation de son personnage, j'aurais préféré qu'elle prenne une autre voix, mais c'est juste une question de préférence. C'est pas du tout un problème de rôle ou de personnage. Voilà. Et donc voilà, on revient sur le combat. Donc le combat, il est extraordinaire, il est vraiment très très bien. Euh, Jusqu'à la victoire, il se réouvre à la force, Obi-Wan, et il a le dessus. Et il a le dessus sur un Dark Vador arrogant, prétentieux, enfin, qui croit être le plus fort. Voilà, je vais vous parler un peu des combats aussi. Effectivement, les combats dans Star Wars entre l'épisode 1, la menace fantôme, et l'épisode 4, Nouvel Espoir, bah, la façon de se battre est totalement différente. Alors, ils ont essayé de trouver un compromis dans les épisodes, dans les films suivants, hein, donc 7, 8, 9, qui sont quand même plus proches de la trilogie originelle que de la prélogie. Enfin, la prélogie, ça saute dans tous les sens parce qu'ils ont la chance d'avoir Ray Park qui joue Darth Maul, qui les entraînait à faire des trucs dingues avec des armes. Mais pour le coup, au niveau de la cohérence, c'est plus trop bon. Alors ici, on a aussi un mixte entre quelque chose de. Voilà, ça ressemble fort à l'épisode oui, à l'épisode 7-8. Donc, alors je conseille, peut-être, pour ceux qui sont déçus évidemment, par le combat dans l'épisode originel, donc l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, je conseille d'aller voir sur YouTube le duel entre Obi-Wan et Dark Vador est réimaginé et qui est vraiment très très bien fait. Et donc si vous voyez ça, eh ben, c'est plus logique. Imaginez le combat comme il est là. Donc Star Wars réimaginé, il y a une version française, il y a une version anglaise, une version française. Regardez-le, c'est vraiment impeccable. Voilà. Euh, Quand même très courageux de la part d'Aiden Christiansen de jouer un personnage comme ça, parce que vraiment, c'est un sale type en fait, Dark Vador, hein, n'oubliez pas quoi, c'est un sale type. Et le casque déchiré, son appareillage qui s'est éteint, le fait qu'il ait du mal à respirer du coup, j'ai trouvé ça vraiment très très bien, vraiment, vraiment. Un, un Dark Vador faible et un Obi-Wan qui va pas le tuer encore, quoi, qui va pas l'achever. Voilà. Oui, alors scène très touchante, hein, enfin très touchante, en même temps simpliste, puisque pourquoi il ne le tue pas, voilà, mais où en fait Dark Vador dit ce n'est pas toi qui as tué Anakin, c'est moi.
et là, Obi-Wan ne l'appelle plus Anakin, il l'appelle Dark Vador. Et donc ça explique le mensonge qu'il fait à Luke Skywalker. Donc ça explique le mensonge qu'Obi-Wan fait à Luke Skywalker en lui disant ton père est mort et Dark Vador l'a tué. Il n'a pas menti, c'est-à-dire que voilà, c'est Dark Vador lui-même qui dit qu'il a tué Anakin alors que c'est la même personne, il a tué. Voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose de terrible, comme si comme si le Anakin, effectivement, il est tellement en dépression, il est tellement qu'il n'aime plus le Anakin qu'il était, et il préfère, voilà, lui, il se sent incapable de revenir du côté clair, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme quand on est drogué, ou comme quand on est peut-être multirécidiviste, quand tout le monde vous voit, voilà, vous êtes, c'est l'effet Pygmalion inversé, si vous voulez, on vous voit comme l'ennemi et comme le mal que vous êtes, et que vous incarnez. Vous devenez ce que vous incarnez. Euh, voilà. Il y a d'ailleurs l'effet inverse avec Luke dans l'épisode 8, qui est mon préféré, où là, lui, il ne veut pas être le héros, et en fait, il doit accepter d'être un héros. En fait, c'est pas mal. Bref, voilà. Il y a quand même des choses hyper intéressantes, et notamment cette scène-là est très très belle, très 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 dure. Je comprends pas trop, à partir du moment où Obi-Wan accepte que ce soit Dark Vador et non plus Anakin, pourquoi il l'achève pas. Mais bon, comme disait Gandalf, beaucoup de personnes qui auraient dû vivre sont mortes, et beaucoup de personnes qui auraient dû mourir sont toujours vivantes. Voilà, on ne sait pas ce que le destin a, qu'il n'y aurait pas eu d'histoire sinon. Voilà. Pour sur Léa sur Alderaan, magnifique, voilà, une petite fin magnifique. En fait, une fin qui prend son temps aussi, hein, puisque le final, on va dire, avec, même, on va dire qu'on a un final où on voit l'empereur, hein, en hologramme. À 34 minutes, il reste encore presque 14 minutes, presque encore un quart d'heure, juste pour dire au revoir, en fait. Et ça, j'aime beaucoup. De nouveau, un truc d'ambiance, hein. Donc voilà, on revoit Alderaan et on retourne sur Tatooine, où enfin Owen accepte que Obi-Wan voit Luke, en fait, le revoit parce qu'il l'a vu quand il était bébé, il a aidé à l'accouchement, et il le revoit petit, et il peut lui offrir le jouet. Donc on verra. On s'en doutait, hein, je vous dis, puisqu'on avait vu dans l'épisode 4 qu'il jouait avec le jouet, donc, mais là on le voit qu'il lui donne. Donc vraiment, bon relais, très 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 chouette. Quelque chose dont j'ai oublié de parler, j'ai bien aimé quand Léa demande à Obi-Wan: est-ce que vous avez connu ma mère? Et donc lui, il est un peu évasif au début, puis après, oui, oui, j'ai connu ta mère, j'ai connu ton père. Enfin, il lui dit même, à un moment donné, il y a une scène très touchante où il dit, tu as toutes les qualités de ta mère, mais tu as aussi les qualités de ton père, en omettant évidemment de dire que c'est Dark Vador. Mais bon, et donc je trouvais ça très 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 touchant. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est quand elle lui dit: est-ce que tu es mon père? Et lui il dit: non, j'aurais bien voulu. On ne sait pas si c'était j'aurais bien voulu dans le style qu'il aime les enfants, mais il y a aussi cette théorie qui voudrait qu'en fait, Obi-Wan Kenobi était amoureux aussi de Padmé, et peut-être Padmé d'Obi-Wan, et que la jalousie de Anakin était en fait fondée. Et donc, et vraiment, il y a toute une théorie là-dessus sur Internet, et je trouve que c'est super intéressant. Et dans cet épisode-ci, ils ne le disent pas, mais la théorie peut continuer son long cours, parce que quand il dit j'aurais bien aimé être ton père, ça en dit long, quoi. On sent qu'il aimait beaucoup, beaucoup, on va dire que c'est de l'admiration, mais il aimait beaucoup, beaucoup Padmé, quoi. Hein, Nathalie Portman, qui c'est qui n'aimerait pas Nathalie Portman, hein, enfin bon. Voilà. Donc, voilà. Et puis alors, bah voilà, et le grand, 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 le final du final, c'est que bah, Qui-Gon revient. Eh ouais, Qui-Gon Jinn revient. Qui-Gon Jinn revient. Pam, 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 pam. Donc voilà, oui, oui, l'utilisation des musiques, évidemment, hein, le thème de la force, quand on l'entend, quand il ramasse les sabres et tout ça, c'est magnifique. Donc voilà, donc oui, retour de Qui-Gon, je m'y attendais, enfin si, je m'y attends. C'est-à-dire que depuis l'épisode, ils le sous-entendent. Chaque fois, il rappelle, il fait cette espèce de méditation
pour parler à Qui-Gon: «Aidez-moi, si vous devez m'aider, c'est maintenant et tout», et on l'entend jamais. Et puis à la fin, heu, Qui-Gon apparaît: «J'ai toujours été là, mais tu ne me voyais pas», c'est, Don Camillo quoi. Il y a ça dans un Don Camillo avec Fernandel. Donc ici, c'est un peu la même chose, il fallait qu'il soit en paix pour pouvoir voir son maître. Il fallait qu'il se réouvre à la force et à la confiance. Voilà, j'aime beaucoup cette force mystique, qui est une force intérieure plus que quelque chose d'extérieur. C'est cette vision-là que les vrais Star Warsiens aiment. Ils n'aiment pas du tout cette idée du sang et tout ça. Bon, bref. Voilà, donc c'était ma review, donc j'ai bien aimé dans l'ensemble. Il y a des erreurs, enfin il y a pas des erreurs cinématographiques, il y a des trous cinématographiques, mais ça c'est dans tous les Star Wars que c'est comme ça. Mais il y a une très bonne ambiance, il y a un très bon respect de la trilogie originelle et de la prélogie. Il y a plus de respect dans celle-ci que donc du coup voilà, petit à petit ils vont réussir à peut-être à colmater les erreurs de la prélogie. Parce que pour moi, il y a eu vraiment de grosses erreurs. Mais la grosse erreur vient surtout du fait que comme ils ont voulu rajouter plein de personnages et plein de trucs pour vendre des jouets, que ben, du coup, l'histoire, elle traîne. Et puis du coup, après, pour rattraper, ben, ils doivent aller trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si je parle comme ça, mais après je parle comme ça parce que j'ai plus beaucoup de temps. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Retrouvez encore les erreurs, enfin les changements par rapport, aux vidéos précédentes. Chaque fois, je change ou je rajoute ou je retire un truc. Ou voilà. Pour l'instant, c'est surtout rajouter les trucs que je fais. Voilà. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et que la force soit avec vous. Au revoir.